Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ciné, Série et compagnie car je vous garantis des sensations fortes avec du fantastique gothique, des meurtres, des ambiances post-apocalyptiques et du disco, car oui, c'est bien connu, il faut de tout pour faire un monde. Au programme donc, plein feu sur le phénomène du labyrinthe, la saga qui concurrence Hunger Games, mais aussi sur le retour des tueurs en série dans les séries. C'est le réalisateur de La Marche de l'Empereur, Luc Jacquet, qui nous offrira sa leçon de cinéma aujourd'hui. Quant au chanteur Jimmy Somerville, véritable icône musicale de mes années 80 et j'espère aussi des vôtres, nous parlera de disco engagé, mais aussi de la représentation des gays au cinéma. Mais tout de suite, on commence avec le nouvel enfant chéri d'Hollywood. Le Britannique est très charmant Tom Hiddleston, un acteur totalement habité par son art. C'est non sans un certain émoi que je m'apprête à interviewer pour la première fois Tom Hiddleston. Depuis son rôle du dieu Loki, ennemi juré de Thor et autres Avengers, ce bel anglais formé à la Royal Academy of Arts a un succès fou. Mais pas question pour lui de n'être qu'une belle gueule, Tom Hiddleston est un bosseur invétéré qui vit son art comme un sacerdoce. Résultat, la critique l'encense, la presse le guette, et les réalisateurs se l'arrachent, à l'image du maître du fantastique, Guillermo del Toro, qui lui offre dans Crimson Peak le rôle d'un mystérieux aristocrate qui séduit une innocente jeune fille pour le meilleur et pour le pire. I feel as if a link exists between your heart and mine. What is the secret of a good, ambiguous and dangerous character? Because from Loki's character in Thor to this one, including your taste for Shakespearean characters. Yeah, but I think ultimately what makes an interesting character is a difference between the exterior and the interior. And I think what I love is I love playing characters who have an exterior confidence, or a charisma, or a mystery, and actually behind that there is a vulnerability and a softer side that can yield something else. Probably because I think that's true of most people. Thomas, your bride is frozen. Of course. Forgive me. Let's go upstairs, start a fire at once. I'll run you a hot bath. The pipes will run red at first because of the clay. Soon the water will clear. When you play a character like this in a fantastic gothic horror movie, is your job the same as an actor than for every genre of film? Because you're surrounded with such a sophisticated world, you could fear to disappear in this profusion of elements. Yeah, I think it's ultimately I always say it's the duty of an actor to be truthful in imaginary circumstances. So I always try to calibrate my performance to the truth, to whatever I see as the truth of the situation. It is always about syncing up with the imaginative context of the world that I'm inhabiting. But it always feels like the same job in a funny way. I'm afraid I shall go mad if I stay. My darling, you're imagining things. Tomorrow, why don't we go out to the post office? I think some fresh air would do you good. No, I have to leave. I have to get away from here. Edith, this is your home now. You have nowhere else to go. What kind of actor are you? Do you need to be totally immersed in the world, in the life of your character? Or? I try to do it before I start, I think. I try to, before I start a film or a play, I try to build a world in my mind, an imaginative world which the character lives in. And I create that with novels, with paintings, with music, with films. I try and understand tone. Tone is so important. You know, is this a thriller? Is this a gothic romance? Is this an action film? Is this a love story? Is this... what's the tone of the piece, in a way? And then, once I understand that, I just jump into it. It feels like, this will seem like an incomplete way of describing it, but it's like I build a swimming pool, and then I just dive in. Do you know what I mean? I read that when you were working on a character, your office at home was full of elements on the walls, or... Yeah, yes, I do that. I tend to sort of... I print pictures out. I like to have things that are tangible. You know, we live in a world where everything is hidden, everything's in the cloud or wherever it's supposed to be. So I make playlists and I have
I stick up pictures on the walls. It's good. You can have little touchstones to remind you of who your character is. And for example, for Crimson Peak, what did you have on your playlist and on your wall? For the early stuff, I had lots of Strauss and Bach. I listened to that, particularly the waltz, the Strauss waltz. Kate Hawley, the costume designer, had put together these extraordinary images of pictures of images of Lord Byron, or the painting by Caspar David Friedrich, The Wanderer Above a Sea of Fog. Various pictorial representations of Heathcliff from Wuthering Heights. And I found those images very powerful, and I stuck them more upper in my trailer. You've already worked with the best directors, Woody Allen, Kenneth Branagh, Guillermo del Toro. Who was the best teacher? Oh, they're all great teachers, honestly. They all have different things to teach. Something about the way they see the world rubs off on you. And they each have their own particular artistic fingerprint. They have their own vision. You know, it was to work with Woody Allen was to be alongside his sense of humor. It's inimitable. Everybody knows it, but he's a very sophisticated and mischievous, twinkling man, and so witty. Kenneth Branagh is one of the most decent men I've ever met. And he's brilliant with actors because he understands acting so well. And Guillermo, too, is someone who has this infectious passion and open-heartedness about film and about people. And he believes in the power of cinema and the power of storytelling as a transformative thing. It's a gift. Film changed the way he saw the world, and he wants to contribute to that for other people. Is that the same for you? Does the fact of being an actor change your vision of the world? Well, actors changed my vision of the world. I think that cinema does have, or storytelling has the power to change the heart and change the mind, even for a day or two. Mm. But I think if a story can make you feel differently about something, about your life, about yourself, I think it truly has the capacity to inspire. And not because I do it, it's because I know it inspired me. And so if I can in any way contribute to the conversation, that's all I'm here to do. Théâtre, cinéma, télévision, Tom Hiddleston, accro à son boulot, construit une carrière sans fausse note aux côtés des meilleurs. À l'image d'une mini-série pour la BBC, The Night Manager, aux côtés d'un autre sacré anglais, le Dr House, ou plutôt Hugh Laurie. Cher adolescent, toi qui te rues en masse sur les films américains pour young adultes, tu m'impressionnes et je t'admire. À l'avant-première du deuxième volet de Labyrinthe, tu es venu en bande. On pourrait te croire excité, décérébré, influençable. Tu n'es rien de tout cela. Tu goûtes ces films car ils reflètent ta vie actuelle et tes peurs. Dans le premier opus, des ados en danger, seuls au monde, persécutés par des adultes, cherchaient absolument à fuir le labyrinthe, quitte à en mourir. Hello. If you're watching this, that means you've successfully completed the maze trials. Que celui qui n'a pas eu, à ton âge, l'envie de quitter le foyer, quitte à se planter, me lance la première seringue de virus braise. Dans cette suite, les jeunes ont quitté le labyrinthe, mais ne savent pas encore ce qui les attend, notamment au sujet de ce fameux virus auquel certains d'entre eux semblent être immunisés. I think it's safe to say the maze trials were a complete success. The outside world awaits. So let's move forward. It's a traveling movie, whereas the other one, you know, it's very confined. It was literally confined with four walls and a impossible maze outside it. And it was all about, you know, everything that happened within that space. And then this is just like it's a lot more open. It's vast, and there's a sense of being lost a lot more because we don't really know what we're searching for or if there's anyone out there or anything out there. I think it's safe to say the maze trials were a complete success. It's too soon to say, but they could be the key to everything. In some ways, it becomes that sort of classic growing up journey as you spend all your childhood wanting to get away from home, and then sometimes when you finally do, you realize things aren't as easy as that you'd hoped. Let's go! Go! Go, go! It's definitely a mix of
very different emotions. On one hand, it's a bit of a relief to get out of the maze, but at the same time, we're entering a completely new environment where we don't know what's going to happen. We don't know if these guys are good guys or bad guys. They've given us food and shelter, but that's about it. And yeah, I think it's a very cautious optimism. Thomas, it's okay. Oui, maman aussi te donne des vêtements et à manger. Mais tu as quand même envie de la quitter, pas vrai? Et puis ce virus braise provoque des changements terribles et irréversibles dans le corps de ceux qui l'attrapent, et ça aussi, ça ressemble bien à cette puberté qui te pourrit la vie. Au fond, ce film t'apporte son lot de questions existentielles. What's worse, being in a wide open, sea, completely lost, or having a stable place to grow vegetation and live? Should we have left? That kind of thing. Autre chose qui pourrait te parler dans ce cinéma, ce côté bande inséparable à la vie, à la mort, qui fait ta force et ta faiblesse en ce moment. Dans la vraie vie, ces jeunes acteurs aussi sont collés serrés depuis l'été 2013, date du tournage du premier volet. Thomas, the maze is one thing, but you kids won't last one day out in the scorch. We really do spend every moment together, and it's just really natural, these guys are my friends for life, and I think that's just really cool, because I don't know if that happens that often, where you can come together and, be working on something that you're really proud of, and at the same time, having this experience with your really good friends. A lot of our friends died for us to get this far, so we can't give up. We really are best mates. The boys are my brothers, and we have a WhatsApp group that we message in every single day. And whenever one of us is in the same city as another one, we will meet up and we will all get together. And so I never really said goodbye to them. We'd spent my birthday together, we'd been in New York together, we'd been in LA together. But then being on set again, like being in a work atmosphere, we were like, oh, this is weird. We have to kind of concentrate. This isn't just fun now. Et puis tous ces jeunes, tu les connais déjà, ils font partie de ta famille. Ils sont issus de séries que tu regardes. Dylan O'Brien, Rosa Salazar, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster, Nathalie Emmanuel et Aidan Gillen. C'est un cinéma qui te parle. La forte identification est une des clés de la littérature fantasy et de la fiction. Ça tombe bien. D'ailleurs, cher adolescent, tu as remis un mot à la mode dans le cinéma, la dystopie, ou l'utopie qui dégénère à la Black Mirror quand le progrès tourne mal. Si ces films réveillent en toi une conscience de ce qui ne va pas dans nos sociétés, alors c'est déjà pas mal. Il ne reste qu'à prendre confiance en toi et à résister pour tes idées, car le cinéma, c'est ça aussi, poser les bonnes questions. Sur ce, il faut rentrer chez toi, maman t'attend. Hello, Thomas. You know me? Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité se dévoile à travers son rapport au cinéma et à la série. Aujourd'hui, un chanteur qui m'a fait danser dans les années 80, Jimmy Somerville. « 30 ans après, il est toujours là, avec cette fois-ci un album hommage au disco. Homosexuel assumé dès ses débuts au sein du groupe Bronski Beat, puis avec The Communards, cet Écossais aux fortes convictions a multiplié les tubes. Derrière les sons new wave et les rythmes disco, des textes militants, mais l'engagement est-il pour autant au cœur de ses choix de spectateurs ? When I was young, I was dancing on disco, but I realized later that the lyrics were important too. It's really sometimes a misunderstood music. Because it's really interesting because, you have people, they have this idea that disco is beneath them, and yet, once they hear some disco, it's the feet on the floor that starts to tap, because it's infectious. Comes into your being, and it's also comes from a place which there's a strong social political connection to. But I did not know that. Because disco is somewhere that people on the margins, people who are marginalised, are coming together to meet and to dance and to talk, and especially if you were black, if you were gay.
this was that was the only place where you could be expressive, you could sing loud, you could go into what you really desired on the dance floor. What about movies about disco? Well, that's just sadly the disco in films is more like Can't Stop the Music and Thank God It's Friday, and then Xanadu, so it's not the best movies. But I think there's a movie waiting to be made that shows the two sides of the genre, because there's a dark side to disco, a very dark side, because disco was also that explosion of hedonism, and then there was an introduction of also drugs and alcohol, and through the dark side of disco, through the hedonism, relationships, jobs, all sorts of securities were being forgotten because people were just diving head first into the hedonism. Do you remember what kind of movie you watched when you were a young guy in Scotland? At that time, especially in the early 80s, I had started to live with a bunch of kind of radical gay men who were a bit older than me, who were they were quite intellectual, and they were also very Trotskyite. So because I was living with them, I was fed all this stuff like Pasolini and stuff that I hadn't seen. It's really strange. The Pasolini movie was shown in a cinema, and I remember we went to see it, and then the cinema was closed down because they hadn't got a license to show it. It was the 120 days of Salo, 120 days of sodomy, and I remember watching it thinking, "Oh my God, where was this made?" What about films or series about gay characters? Is that important to be aware that there is still some progress to be made? It's a very difficult one, because in the end, it's like the ideal would be that the character, it wouldn't be about their sexuality, it would be about the character. But sadly, still, when you see gay or lesbian characters, especially gay men in a lot of productions, there always has to be this exaggeration of their personality, or there's always a tragedy involved, or... But it's not only about caricature. I don't know, for example, Brokeback Mountain by Ang Lee. It was a beautiful love story with, I think, no Yes. caricature in it. Brokeback Mountain is quite incredible. It's a great film. But again, it's like, there's just a kind of big sigh at the end. I remember, actually, I left the cinema when I saw Brokeback Mountain, and there was a young man and a young woman who had been to the cinema, and they left the cinema and they were holding hands, and the film had really made me very emotional. And I was on the street and I went into this tirade about, this is so easy for you, it's just the most natural, normal thing for you to do. And they didn't deserve to have my tirade, but it tapped into the still young, angry gay man who still knows that if two men were to do this, they would have to be very, very aware of where they were doing this. So it tapped into that. Do you expect movies to be committed also, to be social, to make a think, or can you watch, just silly stuff also? It's kind of strange, because I can watch something and I can be aware that, okay, this is not exactly the most challenging, but I can then accept it for what it is. We have a channel that's called the Horror Channel. At the moment, I'm completely obsessed, because it's full of such bad 80s horror that it's amazing. I really don't like to watch factual movies that are based on true stories where suddenly 5 people are lynched because of the colour of their skin. I don't want to watch that on screen. I inform myself enough, and I understand the gravity of discrimination and suffering through sexuality or colour or whatever. So I'm quite limited to sometimes what I watch. So I just watch the Horror Channel.
On pourrait croire Jimmy Somerville usé par ses combats militants, mais voilà un artiste ô combien touchant qui croit toujours au pouvoir de la musique. Son dernier album est un concentré d'ondes positives, quelques grammes de disco dans un monde de brut. À suivre dans le screen parfait, Luc Jacquet. Vous vous souvenez forcément de sa marche de l'empereur. Eh bien, le réalisateur est retourné en Antarctique pour son nouveau long métrage, La glace et le ciel, dans lequel il nous conte le destin du scientifique, ou plus exactement du glaciologue Claude Lorius. Mais avant cela, Madame et Série ne nous parle, comme d'habitude, que du meilleur du petit écran, sauf qu'elle a décidé cette semaine de nous filer les jetons. Des zombies, des tueurs en série, mais enfin, que se passe-t-il ? Les zombies de The Walking Dead sont de retour avec une 6e saison dispo dès le lendemain de sa diffusion américaine. Feel different about it? Yeah, I do. La survie à Alexandria ne sera pas de tout repos. I don't take chances anymore. Après les morts-vivants, place aux criminels. Cette semaine, Madame et Série s'intéresse à la représentation des tueurs en série au petit écran. Pour cela, nous nous sommes entourés de Fabrice d'Almeida, professeur à l'université Panthéon-Assas et co-auteur du livre Sur les traces des serial killers, et Gethin Anthony, l'acteur qui incarne Charles Manson dans la série Aquarius. Did you know that the FBI estimates that up to 300 serial killers are active in the US on any given day? C'était des films à succès déjà dans les années 20 et les années 30, donc c'est un phénomène assez ancien. L'intérêt du format de la série, c'est que justement, comme en général un tueur en série, il y a plusieurs meurtres, ça permet de donner un récit particulier à chaque histoire, et donc de traiter dans la singularité chacune des victimes et parfois chacune des enquêtes qui a été nécessaire avant qu'on comprenne qu'on avait affaire à une seule et même affaire. Après des années de frayeur nourries par le monstre caché sous le lit ou dans le placard, ce sont les tueurs en série qui canalisent nos angoisses tout en nous fascinant semaine après semaine. Dans l'histoire des séries, les tueurs en série, précisément, ce sont des monstres qui tuent, qui sont extrêmement sanguinaires, donc il y a une dépense de pulsion, une espèce d'attraction comme ça, quand on est devant sa télé, mais en même temps, il y a un autre moment qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est le moment où le serial killer va être démasqué puis arrêté. Et très largement, ce modèle-là, c'est un peu celui du conte qu'on pouvait avoir dans notre enfance, où il va y avoir une brutalité de l'ogre, il est extrêmement dangereux, et puis à la fin, il est mis hors d'état de nuire. C'est assez important. Alors effectivement, peut-être depuis quelques années, il y a des serial killers qui ont une figure un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils continuent de nuire de saison en saison. Je crois qu'il y a quand même eu un tournant avec Hannibal et Dexter. Il y a quand même eu un tournant. C'est le moment où les personnages principaux ne sont plus les policiers, ceux qui poursuivent les criminels, parce que ça a été longtemps le cas dans les séries. Mais c'est le moment où les tueurs passent au premier plan. What are you doing? What needs to be done? No, I can't let you go through with this. Do it, Deborah. Shoot him. Do what you gotta do. Quand un tueur comme Dexter, qui a une charge positive, dans le sens où il tue des méchants, dans le sens où dans le même temps, il effectue des enquêtes. Dexter, il remplace un peu Dieu. C'est-à-dire que c'est le personnage qui est capable de tout savoir sur les autres. Il enquête, il sait. Et donc nous, téléspectateurs du monde entier, quand on regarde Dexter, on a l'impression qu'on pourrait un jour arriver à avoir un personnage pareil, de toute puissance, mais qui ne se retournera jamais contre nous. Plus qu'un visage humain, les scénaristes de série ont offert à ces monstres modernes une sensibilité et un intellect. Esthètes cultivés, raffinés, les tueurs en série du petit écran répondent aux fantasmes du héros et s'attirent, bien malgré nous, notre sympathie et notre admiration. Et si Hannibal a un tel succès, je dirais intellectuel, c'est justement parce qu'il est à la fois un personnage et une série qui mise énormément sur l'esthétique. Les meurtres dans cette série, dans Hannibal, sont encore plus mis en scène que dans les séries ordinaires de tueurs en série. He took her lungs. I'm pretty sure she was alive when he cut him out. Il y a un découpage de plans, il y a un travail du son, il y a un travail de l'image, il y a une espèce de mise en scène de l'art et de mise en abîme du crime comme
Et ça nous renvoie à la vieille histoire du 19e siècle, le crime comme un des beaux-arts. Avec une narration plus longue et plus fouillée, les séries nous permettent non pas de comprendre ces anti-héros par excellence, mais de mieux les lire. Au même titre qu'un Tony Soprano, mafieux violent que nous découvrions également en père de famille tourmenté, Charles Manson nous apparaît dans Aquarius à la fois en grand manipulateur et en artiste frustré et fragile. Les séries, et je dirais plus globalement, le monde du spectacle au XXIe siècle ne se nourrit plus de caricatures. C'est-à-dire que dans nos contes, vous vous souvenez, il y avait des grands modèles dans les contes, il y avait le prince, il y avait la princesse, il y avait l'épée, il y avait le dragon. Tous les rôles étaient extrêmement définis. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces rôles, nous les avons tellement intégrés que nous sommes capables de regarder une série avec un personnage monstrueux et de projeter à l'intérieur de ce même personnage les différents types de situations qui auparavant nécessitaient dans un conte d'être projetés sur des personnages différents. Donc Dexter peut être à la fois un héros et une crapule, Charles Manson peut être à la fois quelqu'un d'innocent, de séduisant et d'attachant, et en même temps le monstre froid qu'il va devenir. Quand elle parle d'un tueur, fictif ou réel, c'est la société et son impact sur les hommes que raconte une série. Autour du personnage de Charles Manson, c'est donc l'Amérique des années 70 qu'Aquarius nous donne à voir. This is a show that's about LA and living through these kind of transitional years in LA's history, and it's therefore, you know, an exciting drama, fictional drama about that city at that time. And as a result of choosing that era, the writers are then put in this position of including the most famous criminal from that time, and so that then becomes a whole other exciting element of the show. But it's an element of a broader story, and I think it's fair to say because Charles Manson is so infamous and so well known that yeah, if you say there's a TV show that includes him in it, that your mind is probably drawn to, oh, it's all about him, but it's not. It's really about the city and the people living through that time. So. Si l'image du tueur a changé auprès du public, l'incarner est toujours un challenge lourd pour un acteur. Last year, when I first went to LA, and I was full into my process and had the beard and the hair, but you know, I still had to go and like buy groceries, and I was just dressed really rather casually, you know, and that experience of feeling like not quite part of society, you know, was hit me quite hard. I'm Charlie Manson. It certainly impacted me more than I thought it was going to. I mean, no, it's probably, yeah, I mean, I just didn't know how much, and I was probably fully prepared for needing a long time to let it sort of come back into the real world. Les tueurs en série fascineront toujours. Ces figures dramatiques, complexes, sont une nourriture idéale pour l'imagination des scénaristes qui profitent de l'espace et de la liberté accordée par la télévision pour nous faire peur. Et nous, on aime ça, avoir peur. Le long-métrage de documentaire est encore un objet filmique mal identifié. Luc Jacquet, grâce à son Oscar pour La Marche de l'Empereur, fait partie de ceux qui ont participé à faire naître un regain de faveur pour le genre auprès du public. Avec son nouveau film, La glace et le ciel, il poursuit cette recherche de vérité en reflétant cette fois le réel du scientifique Claude Lorius, parti explorer les glaces de l'Antarctique pour percer le secret du climat qui gouverne notre planète. Ah, Luc Jacquet, bonjour. Bienvenue à l'école technique supérieure de laboratoire. C'est génial ici. J'ai l'impression d'être à la fac, de revenir sur les bancs d'école. C'est presque ça. On va se livrer à quelques expériences pour cette leçon de mise en scène. D'accord. Je vais vous demander un truc. De mettre en scène notre entretien. D'accord. Comment vous voulez le faire? Voilà, vous avez des caméras, vous avez des paillasses. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse assis? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse debout? Comme ça, brûle pour point, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un truc qui bobote, il n'y a rien du tout. Non. Mais non, mettons-nous là, peut-être, devant cette magnifique comment ça s'appelle? Centrifugeuse, voilà, c'est ça le terme. Vous là, bah ouais, voilà. Il y a un tabouret, c'est peut-être pas non plus. Puis il y a de la lumière aussi, c'est pas mal, c'est convivial. Quelle valeur de cadre vous voulez sur cette caméra-là? Vous voulez qu'on voit un peu le décor? Vous voulez un plan poitrine?
Moi, je pense que ça va être un entretien, donc vous en amorce. Oui. Sur moi, celle-là pareil, puis après on va refaire une avec un peu plus d'air, parce que le labo est vraiment sympa. Luc Jacquet, vous êtes écologue de formation. L'écologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu. Quelles sont les qualités qui réunissent un scientifique et un cinéaste? Moi, je trouve que la science est une formidable école du regard. La première chose qu'on fait quand vous arrivez à la fac, c'est les gens vous demandent de dessiner les choses, parce que dessiner, c'est comprendre. Et j'ai vraiment le sentiment que moi, la science m'a vraiment appris cette capacité de voir d'une part et d'autre part d'analyser. C'est la relation entre les êtres vivants et leur milieu. C'est toujours essayer de se soulever pour voir qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai pas vu. Et le cinéma, c'est un peu ça. C'est arriver aussi à travers quelque chose de fouillis, de complexe, d'arriver à tirer une histoire singulière. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. L'universel, le singulier, je crois que tout est dit. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. Le documentaire, comme le cinéma, est le reflet d'une société, est le reflet d'un temps, est le reflet d'une préoccupation, d'une manière de voir. J'ai du mal à faire la distinction entre documentaire et film. Pour moi, la fiction, c'est la puissance de la narration, c'est la puissance de l'évocation. Le documentaire, c'est l'efficacité du réel. Et j'aime bien mélanger les deux. Vous n'avez pas de formation technique au métier de l'image. Vous n'avez pas appris à cadrer, vous n'avez pas appris à éclairer. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à acquérir quand vous êtes lancé dans cette carrière de cinéaste? J'ai eu une formation, mais très très proche du terrain. C'est-à-dire quand je suis parti en Antarctique, j'étais tout seul pour opérer une caméra 35 mm. Donc il a quand même fallu que j'apprenne à charger une caméra, à faire un diaph, etc. Donc ça, c'est quelque chose de singulier. Mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport qui est purement intuitif au cinéma. Je sais quand ça marche et je sais quand ça marche pas. Et tout mon travail, finalement, a été de trouver les mots pour expliquer quand ça marchait pas, pour parvenir à ce que ça fonctionne. Et oui, moi, je crois que ça sert à ça, le cinéma. Ça sert à appréhender des choses qu'on n'avait pas vues tout seul. Je vais vous prendre un exemple complètement différent. Quand vous lisez Baudelaire la première fois, vous dites « Ah oui, ça, je le sentais, mais lui, il l'a dit ». Mais je pense que le cinéma, c'est la même démarche. J'ai vu en l'espace d'une vie que l'homme, en brûlant du pétrole, du bois, du charbon, était en train de modifier le climat de la Terre. J'ai remonté le fil des millénaires pour vérifier que ce que j'avais découvert n'était pas un caprice de la nature. Moi, je sentais que c'était un film où il me fallait quelque chose qui soit immense, y compris dans la manière de le tourner. Alors justement, cette manière, quand on regarde ce plan-là, vous l'avez tourné comment ? Effectivement, il y a un travelling, il y a une grue, on est 40, on est sur un glacier au milieu du Valais, on est avec Claude qui a 80 ans, il faut sécuriser tout le monde parce qu'on est au milieu des crevasses. Donc oui, ça c'est une équipe, je vous dis, c'est un plateau de fiction. Les images aériennes qu'on voit du glacier en particulier sont tournées avec une webcam. C'est une grosse boule qu'on met à l'avant d'un hélicoptère avec une caméra et qui est parfaitement stable, donc qui donne des plans d'une propreté absolue, mais qui est beaucoup plus mobile, propre que les drones. Pour en finir avec le plan séquence, je me demande si filmer, ce n'est pas le meilleur moyen de regarder quelque chose qui va disparaître. Il y a cette nostalgie-là et il y a une mise en abîme, puisque cette nostalgie, elle se fait aussi à travers le regard de Claude. Il y a même une autre mise en abîme, c'est-à-dire que c'est le dernier grand regard de Claude sur ces paysages où il ira probablement plus. Il a 83 ans aujourd'hui. Et donc c'est vraiment comme ça, par effet domino. Je pense que pour moi, ça c'est un des vecteurs de l'émotion et c'est quelque chose de très important. Il y a un autre élément de votre mise en scène qui jaillit quand on voit vos images. C'est la couleur à travers ce blouson bleu de Claude Lorius. Je voulais vous mettre en face de cette phrase de Jacques Tati qui dit « Il faut toujours augmenter par la couleur l'importance des personnages ». Je suis arrivé à la même conclusion de manière parfaitement intuitive. Mais c'est vrai, mais... C'était ça votre volonté ? Oui, mais en plus, moi je suis dans des personnages qui sont archétypiques.
Je cherche pas le réel au sens de la description. Je cherche l'homme avec un grand H, c'est mon côté humaniste. Il y a toujours une majuscule à mon personnage. Et c'est ce qui fait qu'en général, je les mets dans des costumes qui sont extrêmement singuliers, extrêmement archétypiques, encore une fois. Et ça, vous y pensez quand? Au moment de l'écriture, vous dites, bien tiens, sûr, oui, Claude Lorius, je vais lui mettre ce blouson bleu et je vais le déplacer dans les décors, toujours avec cette unité. En fait, l'unité du film, c'est lui et ce blouson bleu. Absolument. Le supplément d'âme, c'est-à-dire vraiment ce que j'avais envie de raconter, c'est vraiment le son qui m'a permis d'amener ça, que ça soit tout le sound design ou le montage son, mais également la musique. Et c'est vrai que, qu'est-ce que j'ai demandé à Cyril? Je lui ai demandé l'ampleur, je lui ai demandé l'épopée, je lui ai demandé le froid, tout ce que l'image, dans ce qu'elle me ramenait, n'avait pas forcément. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Le travail du son dans un film est aussi important que le montage, image, et presque que le tournage. Mais le travail avec le musicien, ça a été un vrai moment de bonheur sur ce film. On finit sur une question qui est un rituel, Luc Jacquet. Une sorte de profession de foi qui pourrait être la colonne vertébrale de votre métier. Alors, pour cette question qui va amener une confession de votre part, est-ce que vous voulez qu'on change quelque chose au dispositif? Ah, on se rapproche quand c'est comme ça. On se rapproche. Et la question, c'est? Luc Jacquet, pourquoi filmez-vous? Parce que je peux pas faire autrement. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez envie de belles séances, n'oubliez pas que le Festival Lumière de Lyon commence dans 2 jours et que l'éclectisme y est de mise, de Martin Scorsese, un hommage à Toy Story. Et d'ailleurs, en parlant d'animation, 2 petits conseils d'amis. Si vous aviez aimé Ratatouille, sachez que le Grand Rex organise les 17 et 18 octobre 2 projections exceptionnelles en ciné-concert. Et oui, ce petit rat méritait bien un orchestre symphonique. Enfin, ne manquez pas dans les salles la sortie d'un véritable petit bijou de film d'animation français, Mune, le gardien de la lune, un délice de créativité visuelle et de poésie. Regardez, moi j'ai adoré. Je crois qu'il y a une méprise. Il a fait une terrible erreur en choisissant cet imposteur. Que les ténèbres soient. Le basile est chaud bouillant. Des diablotins ont volé le soleil. Quoi? Et c'est toi qui devras gérer les conséquences. Je veux réparer ce que j'ai provoqué. C'est sérieux comme boulot, mini-rongeur. Je vous laisse continuer votre concours d'ego. On a une planète à sauver.